Moi, ce soir, je vais vous parler du tatouage, mais le tatouage étant un sujet très vaste, comme on peut l'imaginer, j'ai décidé de m'attarder sur une petite histoire en particulier. Et cette histoire, je vais l'illustrer en une question qui est: comment un Reiten a-t-il fait que des aristocrates anglais se soient tatoués fin XVIIIe siècle? Alors déjà, pour vous présenter un petit peu cette petite histoire, il va falloir que je vous parle un petit peu de l'histoire du tatouage en général. Et je vais commencer tout de suite, du coup. Alors, j'aimerais vous parler d'histoire du tatouage, et je ne pourrais pas en faire un descriptif complet et ultra détaillé, car cela prendrait beaucoup de temps, évidemment. Mais j'aimerais vous raconter comment James Cook et May ont rendu le tatouage tendance chez les aristocrates anglais. Cependant, pour vous raconter cette histoire, il faut se replacer un peu dans le temps. Car si pour nous, contemporains, le tatouage s'est démocratisé et qu'il est aujourd'hui monnaie courante, ce dernier est une pratique datant de plusieurs milliers d'années et la vision des peuples à son égard n'est pas la même selon les époques. De plus, son histoire malgré tout reste assez floue et ne se cantonne pas à une seule zone géographique. Le tatouage moderne européen, et anglais évidemment, et de manière générale occidentale, vient sans aucun doute des voyages et des colonies européennes à travers le monde. Il faut donc, pour comprendre un peu mieux l'histoire que je vais vous raconter, poser un socle historique et social du tatouage pour se rendre compte à quel point elle est étonnante. Pour débuter notre rapide historique, je vais commencer du tout début de celle-ci, avec la signification du mot tatouage. Déjà, l'origine de ce dernier vient du polynésien tato, T-A-T-A-U. Un rite durant lequel on coloriait sa peau lors des étapes importantes de la vie en utilisant des dents de requin et des os taillés. Le mot tato vient de l'expression ta-atua, T-A plus loin A-T-U-A, qui veut dire frapper. C'est une technique ancestrale qui pourrait dater de moins 1300 avant notre ère. Et je continuerai avec une personne que vous connaissez bien, Otzi. En effet, Otzi est le premier homme tatoué, ou en tout cas le premier homme avec une trace de tatouage sur le corps. C'est un homme de 5000 ans, il serait né vers moins 3300 avant notre ère, retrouvé dans les Alpes italiennes, dans la vallée d'Otsal, d'où le surnom attribué à la momie, dans un état de conservation particulièrement bon. Grâce au froid, la peau de l'homme est restée intacte et l'on a pu retrouver sur cette dernière plusieurs traces de tatouage, 61 pour être exact. Les tatouages sont des traits parallèles incisés qui ont été frottés au charbon de bois et se situent, pour la plupart, sur le bas de ses jambes. On ne connaît pas la signification, évidemment, de ces tatouages, mais on pense qu'ils pourraient avoir un but médical. En effet, ces tatouages se trouvent au niveau de ses articulations et Audi souffrait d'arthrose. Alors, est-ce que cela aurait un lien ? Ça reste à prouver, évidemment. Deux autres exemples qui ont longtemps été considérés comme les plus vieilles traces de tatouage au monde sont encore une fois deux momies, mais celles-ci datent de moins 2000 avant notre ère et ont été retrouvées en Égypte. D'accord. Pendant l'Antiquité, le tatouage était un signe distinctif pour les meurtriers ou les voleurs. Il est également le signe d'un bannissement, comme lorsque la Grèce marquait les esclaves pris en délit de fuite. Le tatouage est donc présenté dans ce contexte comme une façon de repérer et de déshumaniser une personne pour un crime commis. Ce n'est donc pas un hasard si le tatouage était au départ très marginalisé en Europe. Les religions monothéistes au Moyen-Âge rejetaient ce procédé complètement. Dans ces religions, le fait de modifier son corps, qui est une œuvre de Dieu, était considéré comme une insulte à ce dernier. C'est aussi pour cela que les premiers tatoués européens ont souvent été des libres penseurs ou des marginaux, prisonniers, voyous, marins. Certains d'entre eux voulaient paradoxalement montrer leur attachement à leur religion. Ainsi, beaucoup de personnes venant d'un milieu populaire se faisaient marquer des croix chrétiennes ou autres vierges. L'histoire du tatouage reste en Europe assez floue, comme l'histoire du tatouage en général, parce qu'on a très peu d'écrits. Cette pratique se serait éteinte au Moyen-Âge en Europe suite à la condamnation par l'Église qui considérait le tatouage comme une marque du démon. Le pape Adrien Ier interdit le tatouage en 787, mais la coutume résiste. Même si les textes bibliques sont précis sur cette pratique, ils n'en sont pas pour autant sans paradoxe, et les adeptes ont eu vite fait de discuter cette condamnation. De plus, dans certains peuples croyants, le marquage du corps pouvait être accepté culturellement, comme chez les Bretons ou les Pictes d'Angleterre par exemple. Même une fois christianisée, la pratique ne s'est pas perdue. Pour la religion musulmane, la situation était similaire. Par exemple, les Berbères pratiquaient le tatouage très couramment, et ce, même après la montée de l'islam.
toute modification corporelle était interdite par les textes sacrés, mais apparentée aux religions, elle pouvait potentiellement être licite. Les Templiers, par exemple, se tatouaient des croix, car à leur mort, ils voulaient pouvoir être enterrés de manière chrétienne. Pour les communautés religieuses minoritaires de certains pays, se marquer permettait de se reconnaître entre eux. C'était un rapport fort d'affiliation religieuse. Un petit peu plus loin dans le temps, les missionnaires européens sont à la fois curieux mais aussi rebutés par le tatouage polynésien, qu'ils découvrent à la fin du XVIIIe. Ils considèrent le tatouage comme une pratique barbare et sauvage. Cependant, si les religieux chrétiens tentent d'empêcher ces pratiques païennes en les condamnant, les marins eux aussi finissent par se faire tatouer, et même par imposer leur tatouage aux autochtones. Donc, si on s'arrête un petit peu jusque-là, et qu'on fait un petit résumé de l'histoire du tatouage, de l'Antiquité jusqu'à fin 18e, il est très marginalisé et affilié bon gré mal gré à la religion. D'accord. Alors, comment May, ou May d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai demandé à Google Traduction, il ne savait pas non plus, donc je vais dire May parce que j'aime bien. Voilà. Alors, comment May a-t-il pu rendre le tatouage tendance chez les aristocrates fin 18e? Précédemment, je vous ai parlé de la définition du mot tatouage, qui est emprunté à la culture polynésienne, car l'art du tatouage dans les îles Pacifiques était très répandu, chaque île abordant le tatouage de manière différente. Et c'est à ce moment-là que notre premier personnage rentre en scène. En effet, à la fin du XVIIIe, en 1779, c'est James Cook qui rapporte l'expression « tato » en revenant de son voyage à Tahiti. Mais quelques années auparavant, en 1773, ce dernier débarque sur les îles du Pacifique à bord du Resolution pour son deuxième voyage dans le cadre d'une expédition scientifique britannique. Et c'est lors de ce voyage que James Cook va rencontrer notre personnage principal, May. Cook revient de son expédition sur les îles Pacifiques avec May, qui est appelée par erreur O'May une fois arrivé au Royaume-Uni. May, c'est qui? May, c'est un Raiaton, habitant d'une île qui s'appelle Ulietea. Il a 22 ans et c'est un jeune homme très ambitieux. En effet, dans son clan, il est conseiller du roi en place, une très bonne position pour un jeune exilé dont la famille fut dépossédée de ses biens sur son île d'origine. Mais le jeune homme a d'autres ambitions. Il veut découvrir le monde. Alors, ça c'est pareil, c'est une interprétation personnelle. Peut-être qu'il avait d'autres raisons de partir, mais on a très peu d'écrits, en tout cas de preuves de ce qui a vraiment poussé ce jeune homme de 22 ans à partir à l'autre bout du monde. Ouais, ok. Ce qui est normal. Donc, ce jeune homme veut découvrir le monde et n'hésite pas à demander au capitaine Tobias Furneaux, qui commande l'Adventure, le second navire de l'expédition, de l'emmener à bord, où il sert comme matelot qualifié sous le nom de Omi Tetubi, voilà. Il est le deuxième homme polynésien à venir en Europe. Pendant les 2 ans où il reste en Angleterre sous le patronage du naturaliste suédois Daniel Solander, qui faisait aussi partie du voyage de James Cook, il fait l'admiration des locaux. Autant des scientifiques que des politiciens, que des nobles, ils sont tous sidérés de ne pas voir un sauvage comme on leur avait compté. Évidemment, on est dans le temps des colonies. Donc dans la tête des Anglais, des Européens, des Français, c'est ces Polynésiens qui sont, c'est même pas des hommes, quoi. Ouais, bah c'est. Sauf que, c'est ça. Sauf que May, il arrive, il est sage, il est loyal, et en plus de ça, il est beau. Donc, ça va être découverte totale d'une autre culture, mais sous un angle beaucoup plus respecté. Voilà. Donc, il va vraiment être couvert de cadeaux. On va écrire des pièces de théâtre sur lui. Il va être représenté par des peintres très connus à cette époque-là en Angleterre. Ça va jusqu'au point où quand James Cook va ramener May dans son île, il va lui faire construire une maison. Alors, bon, ça c'est incroyable, on est sur aussi, vous savez, c'est du respect, parce que je pense qu'il était vraiment apprécié par ses amis, mais je pense qu'aussi il y avait cette espèce d'admiration, de culte qui s'est tourné autour de lui, voilà, de cette espèce de demi-homme, demi-dieu qui venait d'une île à l'autre bout du monde. Mais quel est quand même le rapport entre May et les aristocrates anglais? Eh bien, May est une star. Il est aussi polynésien et surtout il est tatoué comme la plupart des membres de son peuple. Donc, grâce à lui, les aristocrates anglais commencent à voir dans le tatouage quelque chose qui n'appartient plus seulement aux marginaux et aux brigands. En effet, le tatouage polynésien est aussi un marqueur social, car il était essentiellement porté par les classes supérieures. Il servait aussi à raconter la vie de son porteur, de sa famille et de ses aspirations. Donc le tatouage dit tribal est parfois un vrai arbre généalogique
qui portent le nom d'une grande famille. Alors les nobles anglais commencent à vouloir eux aussi être marqués du blason de leur famille. Ils commencent donc à se faire tatouer des symboles, la plupart du temps reliés à la royauté, des dragons sur le torse par exemple. Et je vous parle pas de petites pièces, hein. Je vous parle de dragons qui prennent tout le torse. Ah, d'accord. Un truc extraordinairement badass. Ouais. C'était très, très stylé, voilà. Trop classe. Donc, pour finir, cette histoire pourrait nous faire entrevoir, de la part des Européens, une connaissance et un respect nouveau du tatouage et surtout de ces peuples polynésiens. Et c'est le cas, mais malheureusement, de la pire des manières. Car dans les années 1820, les Européens échangent des têtes décapitées et tatouées de Maoris contre des fusils dans le but de collectionner ces tatouages primitifs qu'ils avaient fini par voir comme des objets de collection. Super influence. Voilà, donc la conséquence pour les Maoris fut la quasi-disparition des tatouages sur le visage, parce que pour des raisons évidentes, si t'as pas voilà. envie de te faire décapiter, oui, forcément. C'est ça. Les gars, gardez la tête froide. Allez. Alors. Donc voilà, c'est assez triste de se rendre compte qu'effectivement, en fait, ce mec qui est un personnage qui a été très important, même qui a été un grand ami, vrai ami de James Cook, qui a apporté cette espèce de d'aura autour de lui, n'a servi, en fait, lui il est pour rien, hein, mais n'a amené que plutôt du mauvais sur la culture de ses semblables en fait. Et c'est relativement triste. Oui, un peu, ouais. Bah oui, Lucas. L'histoire du tatouage ne cessera d'évoluer, cependant, et jusqu'au XXe siècle, il restera l'histoire des marins, des bandits et des marginaux. Aujourd'hui, il se trouve sur un bras, sur une cuisse, un dos, une main. Avec les années, le tatouage est devenu un véritable phénomène de masse, plus uniquement cantonné à une pratique de mauvais garçons. Il touche tout âge et tout milieu confondu. Le tatoueur Tintin, organisateur du mondial du tatouage à Paris, ayant rassemblé plus de 30 000 personnes en 2018, commente « Tout le monde veut son tatou ». Sans plus aucune distinction d'âge, de niveau social ou de sexe. Le tatouage est plus transgressif. Certains le font par amour, d'autres par haine, par mode, par bêtise ou par intelligence. Selon moi, aujourd'hui, le tatouage offre une affirmation de soi, devient un marqueur temporel, un besoin de rassemblement, ou choisi simplement pour son esthétisme, il est en quelque sorte une recherche de notre vérité. Voilà, c'était la petite histoire de May et de James Cook et des gens qui coupaient des têtes à des Maoris. Voilà. Et merci, bravo pour ta première chronique. Oui, trop cool. C'était trop cool. Trop cool. J'ai juste une question. Oui. Ça s'écrit comment, May, du coup? M-A-I. M-A-I, d'accord, ok, ça marche. Juste M-A-I. Ouais. D'accord. C'était vachement intéressant. Ah, je suis curieux de voir une image en fait de ce personnage du coup. C'est vrai que j'ai pas vu. Ouais, parce qu'en fait depuis tout à l'heure j'essaie de googler et je trouve rien en fait. C'est ça qui est fou. Alors tu le trouveras parce que tu travailleras en tapant O-May. O-M-A-I. Parce que d'accord. quand il arrivait en Angleterre, on a transformé son nom, on s'est trompé, tu vois. Ah oui, ça y est, je l'ai. Ok, là il y en a plein. D'accord. Ok. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Stylé. Et il avait plutôt la grosse classe. Ouais, il est carrément classe. Voilà. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que parce que quand il voulait rentrer chez lui au bout de 2 ans, quand James Cook l'a ramené, il a pas ramené May sur son île natale, il l'a ramené sur une autre île. Ah oui, d'accord. C'est pratique ça. Non, pour des raisons qu'on connaît pas, mais pas parce qu'il s'était trompé. Parce que c'est vraiment. Ah merde, je t'ai pas ramené dans la bonne maison, quoi. Super. Désolé. C'est le tonton raciste. C'est pareil, non, elles se ressemblent toutes, hein. Il y a des palmiers, il y a de l'eau, tu te sens autour de l'élément, non? Non, bon, pas pour cette raison-là, et heureusement. Non, en fait, il l'a ramené, on sait pas trop pourquoi, mais du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il avait tellement peur que les populations locales soient hyper jalouses de lui, parce que May, il est revenu, le gars, il était blindé, quoi. Il avait énormément de bijoux, énormément de nourriture, il avait été vraiment, glorifié. Et du coup, James Cook est allé sur les îles autour en disant, si vous faites chier May, on vous bute. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était un bon pote, quoi, en fait. Ouais. Genre, je pense qu'il y avait une réelle relation, au moins de respect très forte entre les deux hommes, qui sont devenus, à mon avis, dans le temps des amis. Et je pense que la démarche de James Cook était pas forcément une mauvaise démarche, en tout cas avec lui, quoi. D'accord. Okay. Je vois aussi, là, c'est son tatouage de visage qui est vachement stylé. C'est vrai ce que je vais dire, mais du coup, je comprends le commerce de Maori. C'est un peu triste, par contre, mais c'est vrai que c'est hyper classe, quoi, franchement. Et ce qui est absolument abominable, c'est que du coup, ça existe quasi plus, quoi. C'est ça. Et
Et parce qu'en fait, t'avais aussi des Maoris qui chopaient des gens d'autres clans du coin pour les revendre à des blancs. Pour les revendre, oui, parce que c'est rarement les mecs de ton propre clan que tu vas décapiter et que tu vas vendre après derrière, quoi. C'est souvent les clans d'à côté, quoi. Ni même toi-même. Si par exemple t'es tatoué sur la tête. Par exemple. Non, mais ouais, donc c'est des histoires assez glauques et assez tristes parce que je me disais, c'est super beau cette histoire. Mais en fait, pour moi, mais malgré tout, il est resté je dirais pas un clown, mais un espèce de truc un peu, tu sais, il s'est pas vraiment, il a pas vraiment été inclus, en tout cas dans la société anglaise pour que quelques années après on fasse ça. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est parce que c'est sur quoi? C'est sur 30 ans. Oui, c'est vraiment directement après sa venue, tout d'un coup, bam. En fait, c'est vraiment directement comme après. si les gars avaient pas compris ce qu'il avait essayé d'enseigner, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. En fait, ils ont pris le pire, quoi. Ils ont fait, on voit ça comme un truc hyper classe, comme un objet de musée, vas-y, on va couper des têtes. Donc on va en récupérer, quoi. On va couper des têtes. Alors qu'en fait, c'est sur soi qu'il faut le faire. Voilà, ou alors on va protéger, je sais pas, mais tu fais pas ça, quoi. C'est le valeur. Du coup, pas la tête des gens. C'est pas bien, voilà. C'est pas bien. Ne coupez pas des têtes des gens pour des tatouages. Arrêtez. C'est pas bien, ça. C'est ça, l'oral. Écoute, merci, Tiff, pour cette petite chronique très sympa. J'espère que ton premier passage t'a plu, que t'as pas été trop intimidé. Il y en a qui l'ont été jadis, donc j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Ça va. Ça va? Super. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.